Ok, alors aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. On va parler des erreurs que vous ne devez plus faire maintenant dans vos sessions, quel que soit le DAW, que ce soit Cubase, Pro Tools, Studio One, Logic, GarageBand, bref, les 13 erreurs à éviter pour avoir des sessions qui fonctionnent bien et que vous allez pouvoir donner à n'importe qui. On voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler un petit peu du jeu des 13 erreurs que je constate, soit dans les sessions de mes apprenants, soit dans les sessions de mes clients qu'ils m'envoient donc pour des mix. Et donc, j'en ai eu un petit peu assez. Et surtout, l'idée, c'était bien en fait de cumuler toutes les erreurs, ou une grande majorité des erreurs, pour que vous ayez des sessions, blague à part, qui fonctionnent bien mieux chez vous. Et en plus, si jamais vous les envoyez pour être mixés, eh bien la personne, le mixeur qui va recevoir votre session, va déjà avoir un travail de qualité, deux, va éviter de perdre son temps avec beaucoup de choses à quelque part à réparer, et quelque part ce sont des heures qui va peut-être vous facturer en plus. Donc on va voir aujourd'hui le jeu des 13 erreurs. Alors avant de commencer, deux informations importantes. La première, vous avez dans le descriptif une formation gratuite, et bien quelque part qui rejoint un peu ce qu'on va voir aujourd'hui sur la méthodologie des pros en home studio. Bien souvent, 99% des problèmes que vous avez dans les sessions, dans votre home studio, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir le son que vous voulez, c'est parce que vous avez un manque de méthodologie dans le travail. Ce n'est pas le dernier plugin qui vous manque, c'est bien souvent parce que vous n'avez pas assez de méthodologie. Donc pour ça, je vous ai fait une formation gratuite qui vous explique toute la méthodologie des pros, toutes les différentes étapes, toutes les phases qu'il faut suivre, je dirais, de façon chronologique pour optimiser son travail en home studio. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, rentrer votre mail et vous avez accès à ces 2 heures et demie de formation gratuite. Ça, c'était le premier point, et quelque part, ce point va venir en complément, ou ce bibi blabla va venir en complément de cette formation gratuite. Le deuxième point, pour celles et ceux qui sont intéressés, puisque vous savez que j'adore travailler avec mon casque Holo, ça fait maintenant 3 ans bientôt que je travaille avec la marque Holo, et bien aujourd'hui, Holo vient de sortir un nouveau package, je dirais, qui est très intéressant sur l'affiliation. Alors, comme je travaille avec eux depuis 3 ans, vous avez la possibilité, si vous passez par moi et par mon code affilié, de recevoir pour le prix d'un casque Holo S4X ou S5X, eh bien ce pack affilié où vous avez quand même ni plus ni moins que le hard case et vous avez un câble rallonge pour votre casque Holo. Voilà, ces 57 euros vous sont offerts par Holo et moi-même. Et donc, pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien, pareil dans le descriptif, où je vous explique la méthodologie, une fois de plus, pour pouvoir bénéficier de ce pack. Vous avez un code promo que vous allez rentrer, et puis vous allez avoir ce pack que vous allez recevoir gratuitement. Donc voilà, donc très intéressant ce casque. Moi j'ai le S5X, maintenant je ne travaille qu'avec celui-ci, et donc vous allez pouvoir bénéficier pour le même prix de cet affiliate pack. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Alors, aujourd'hui, on va parler du jeu des 13 erreurs. Pourquoi l'idée m'est venue? Bien déjà, parce que je reçois pas mal de sessions, comme je vous l'ai dit, que ce soit de mes apprenants ou de mes clients, et à chaque fois, je constate tout le temps les mêmes erreurs. Et puis surtout, eh bien, il y en a un qui va prendre cher, parce que c'est toujours comme ça. Il faut bien qu'il y ait une petite tête de Turc. Et aujourd'hui, la tête de Turc, c'est Eric F. Je tairai le nom, secret professionnel oblige, bien entendu. Donc Eric F qui m'envoie sa session pour être mixé et qui me dit, tu vas voir Jaf, j'ai déjà fait pas mal de boulot. Alors, je l'ai rappelé en lui disant, écoute, le boulot que tu as fait, je suis obligé de le défaire parce que ça ne va pas du tout. Et puis ensuite, est-ce que tu m'autorises à utiliser ta session parce que c'est un peu le jeu des 7 erreurs, sauf que j'en ai relevé pratiquement 13. Voilà.
pour communiquer, pour vous faire un bibi blabla qui a du sens et qui va vous permettre, je l'espère, d'améliorer vos sessions en home studio. Donc, Eric, merci à toi de t'être prêté au jeu, merci à toi d'avoir accepté qu'on voit un petit peu ta session. Et donc, on va regarder, on va attaquer tout de suite parce que j'ai 13 erreurs à vous dire et vous me connaissez, je suis bavard. Donc, je me coiffe de mon casque holo que j'ai eu avec le Affiliate Pack, bien entendu. Et donc, on va démarrer tout de suite. Première erreur, la première erreur, c'est quelque chose que je reçois. Et là, j'ai eu un autre client à qui j'ai demandé, écoute, ressors-moi le mix que tu as fait. Là, c'était pour un mastering parce que ça démarre immédiatement. Donc, vous voyez, si je mets à la mesure 1 et que j'envoie la sauce, il y a tout de suite du son. Alors, laissez au moins 2 mesures. Laissez 2 mesures de clic, sans clic, mais laissez 2 mesures pour que si jamais vous avez besoin de rajouter quelque chose, on a un petit peu de place. Et puis surtout pour que le processing puisse se faire. Je vous explique. Bien souvent, alors quand on est direct in the box, ça va, bien qu'il y ait des plugins qui ont des problèmes à l'ouverture, donc ça, il y en a de moins en moins, mais il y a ne serait-ce que 3-4 ans, il y avait des plugins, quand ça démarrait tout de suite, bam, il y avait un clic numérique. Mais l'autre problématique, si vous envoyez par exemple pour un mix, et qu'il y a un envoi dans des périphériques analogiques, ce qui est mon cas maintenant aujourd'hui, en fait, il peut y avoir aussi un problème de latence, un problème d'ouverture. Donc, ayez l'habitude d'avoir au moins 2 mesures à vide, puisque ça vous permet déjà, quand vous allez démarrer votre session, si vous jouez, d'avoir 2 mesures à vide de clic pour soit démarrer une guitare, soit démarrer un piano, soit démarrer le chant. Mais aussi pour des histoires de synchro, ça permet à avoir par rapport à la latence les ouvertures de plug, les ouvertures de processeurs analogiques et de ne pas avoir de problème. Donc ça, c'est le premier point qui ne mange pas de pain. Le deuxième point, c'est, et ça je vous le répète tout au long des formations, et je vous l'explique dans le cadre de la formation gratuite, donc sur la méthodologie des pros, ne mettez pas des plugins partout. Voilà. Il y a bien souvent, dans les sessions que je reçois à mixer, il y a déjà des plugins avec des compresseurs, avec des machins, avec des tapes, avec tout un tas de trucs qui, quand on les bypass, on n'entend aucune différence. Donc, faites très attention. Une session de travail, une session d'enregistrement, une session de production doit avoir le minimum de plugins. Voilà. Quand vous mettez un plugin, c'est parce que vous cherchez un effet, c'est parce que vous avez soit un plugin de modulation, soit un plugin de distorsion, parce que ça fait partie du son. Mais s'il vous plaît, vous amusez pas à mettre des plugins d'EQ avec des -5, -0,5 dB, plus 0,2 dB à tel endroit avec des... Parce que on s'en fout, parce que ça ne sert à rien et parce que, je dirais, on n'en est pas encore là. Quand vous êtes en train d'enregistrer, quand vous êtes en train de travailler, ne jouez pas avec vos plugins. C'est ce que je vous explique dans la formation gratuite, ou quelque part, cette formation gratuite vous explique comment arriver à optimiser votre travail sans le moindre plugin. Donc je reste sur ces fondamentaux qui est de ne pas utiliser de plugin. Personnellement, quand j'enregistre, j'ai un plugin de sortie, voilà, qui est le Omnichapps de Wave, parce que j'ai un tout petit peu de compression, j'ai un limiteur pour éviter des problèmes, j'ai un tout petit peu d'EQ pour simuler ni plus ni moins un mixbus, voilà. Et après, je n'ai rien, hormis peut-être des plugins de guitare, hormis, je dirais, un plugin, hormis une reverb pour la voix en parallèle, voilà, un bus FX avec juste, mais la reverb Cubase standard, juste pour avoir un petit peu de reverb sur la voix, et c'est tout. Sur les voix, je n'ai pas de DQ, je n'ai pas de compression, sur les guitares non plus, sur la batterie non plus. Bref, essayez d'avoir des sessions propres, vierges le plus possible de tout plugin, parce que bien souvent, ça ne vous aide pas, ça n'aide pas le son. Vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions parce que vous allez tout de suite essayer de corriger, mais bien souvent, vous faites aussi pas mal de trucs qui ne corrigent pas, et bien au contraire. Donc, faites très attention à ça, le moins de plugins possible.
Erreur numéro 3, et c'est l'erreur que je constate le plus chez les débutants, et je ne comprends pas, mais bon, c'est les automations. Foutez la paix à ces d'automations, laissez-les tranquilles, au moins jusqu'au mix. Sauf dans le cas où vous voulez faire un effet d'un truc qui va faire un gauche-droite, et puis voilà, ça donne un effet, mais foutez la paix à ces automations. Parce que quelque part, si vous commencez à faire des automations avant du mix, c'est que vous avez un problème de balance. Ça, c'est le point le plus important, c'est comment on gère la balance quand on enregistre ou quand on produit, mais surtout quand on fait une mise à plat. Voilà. C'est ce que je vous explique et c'est ce que je vous apprends dans la formation sur la mise à plat. C'est que quelque part, on rebalance au fur et à mesure d'enregistrement, au fur et à mesure des instruments qu'on fait rentrer, on rebalance selon certaines règles pour garder, je dirais, quelque chose de balancé et pour avoir une mise à plat, quelque chose qui soit écoutable. Si vous commencez à faire des automations, déjà vous allez vous perdre parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça et vous ne savez pas, vous avez oublié qu'il y a forcément une automation. Ça va créer en plus dans la gestion du gain staging, ce qu'on va voir juste après, eh bien, des soucis. Donc, au maximum, évitez les automations quand vous démarrez vos projets. Je prends déjà l'exemple, vous voyez là sur ma session Cubase, tous les R, ce sont des automations. Ça veut dire que notre ami Eric F, dont je tairai le nom, secret professionnel oblige, a déjà envoyé, a déjà mis des automations partout. J'ai même des automations. Alors là, il m'a scié. J'ai des automations sur la batterie, sur des claps, sur des egg-shakes, sur des tablas, sur des snares, sur des rimshots, sur des... Je dirais, bien entendu qu'on fait des automations sur ce genre de trucs, mais on les fait en fin de mix, juste pour qu'à un moment donné, bam, on a quelque chose juste pour mettre en avant. Et puis regardez, la plus belle automation, alors là Eric, mais merci, la plus belle automation, regardez, donc j'en suis au début, j'ai mon stéréo, donc mon Mixbus de sortie, qui est à moins 47 avec une automation, et quand j'envoie la musique, hop, et ben voilà, j'ai une automation. Pourquoi là il y a une automation? Si je la coupe, on va voir, ça se trouve, il y a un... Là, ça fait PAM, il y a un POC. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est peut-être ces deux mesures qui manquent pour qu'il y ait un plugin ou un autre truc qui s'ouvre de façon normale. Donc Eric l'a résolu, pas résolu, a triché en faisant voilà, une automation pour pas qu'on ait le POC. Donc ça, never, never. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Vous allez plus vous créer des problèmes. Sincèrement, les automations, quand vous en avez partout comme ça, alors que vous êtes au tout début du mix, vous ne pouvez pas gérer les niveaux, vous ne pouvez pas gérer le gain staging. Bref, vous faites un travail de merde. Donc, la règle, ce que j'explique dans la formation, notamment réussir sa mise à plat, c'est d'avoir un mix statique. C'est d'avoir quelque chose que quand vous avez tous vos faders, quand vous avez balancé l'ensemble, vous avez tous vos faders qui sont statiques, eh bien ça sonne. Et puis, les mises en avant, eh bien on verra ça après pour le mix. Mais normalement, si vous avez bien balancé votre mise à plat, votre session, eh bien les subtilités, peut-être les mises en avant des parties guitare ou quoi, normalement vont ressortir aussi naturellement parce qu'il y a le jeu du musicien. Donc faites confiance aussi aux musiciens. Il y a quand on joue, on met des intentions, que ce soit sur le piano, que ce soit la guitare, en fonction de l'énergie qu'on veut donner. Eh bien cette énergie-là, elle doit ressortir de façon statique dans votre session, c'est-à-dire que votre session, en étant statique, doit, si elle est bien balancée, laisser ressortir eh bien, le jeu des musiciens. Et puis, c'est ça qu'on va perfectionner au moment du mix. Mais si vous faites déjà des automations, ça veut dire que vous n'avez pas de balance et ça veut dire que votre mix va être une catastrophe. Donc, là, dans le cas de notre ami Eric F, dont je tairai le nom sur le je vais devoir
couper toutes ces automations et revérifier plein de choses pour rebalancer l'ensemble, pour savoir un petit peu où on en est. Donc ça, c'était le point 3. On en est qu'au point 3. Le point 4, et là, Eric, je pense pas que je t'ai aimé à ce moment-là. Je pense que, vu le nombre d'heures que j'ai passé pour remettre les choses en état, eh bien, non, non, je ne t'ai pas, apprécié, je ne t'ai pas aimé, cher Eric. Alors, les clip gain. Alors, il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un clip gain, et ceux qui ont trouvé ce que c'était qu'un clip gain font n'importe quoi. Du grand nimp, c'est un peu la même logique que les automations. Alors, le clip gain, on va voir ça, eh bien, directement. Là, je prends le piano, voilà, donc je vous mets le piano en solo. Et donc, si je clique, vous voyez sur les clips, ça c'est ce qu'on appelle un clip, puisqu'il a été découpé, ok. Et bien, quand je clique là et que je regarde ici le volume de mon clip dans Cubase, donc vous l'avez dans tous les dos, et bien là, oh, j'ai 9,79. Et puis là, j'ai 14,28. Et puis là, j'ai 9,79. Et puis là, j'ai 13,08. Et puis là, j'ai 17,29. Et puis là, j'ai 10,82. Bref, never. En tout cas, pas comme ça. Pas comme ça. Et si, de la même manière, je prends les voix, eh bien, vous voyez, les voix individuelles, ici, je clique, j'ai 5,56. Là, j'ai 1,66. Là, j'ai 2,85, avec en plus une modification du clip qui a été faite à la main. Ensuite, là, j'ai 1,36. Là, j'ai moins 2,76. Et puis, on a des choses qui sont assez fantastiques. Vous voyez, là, j'ai 10,63. Celle d'après, j'ai 8,41. Celle d'après, j'ai 10,14. Après, j'ai 2,57. Ensuite, j'ai 0,36. Ensuite, j'ai 4,18. Bref, alors déjà, si vous avez autant, je ne sais pas là si c'est issu d'une même prise ou quoi qu'est-ce, mais si vous avez autant de différences, c'est que vous avez sûrement déjà un problème à l'enregistrement, c'est-à-dire que votre micro ne correspond pas peut-être au chant, le réglage que vous avez fait ne correspond pas au chanteur dans le cadre de là, puisque là on parle d'une prise voix. Donc c'est vraiment, ça montre déjà qu'il y a un souci à l'enregistrement. Et n'oubliez pas que le premier truc, c'est déjà d'avoir des bonnes pistes. Donc là, déjà, il y a un petit souci, parce que, comme je vous ai dit, voilà, c'est la foire au slipe dans les clip gain. Donc déjà, voilà, c'est un moyen de récupérer un peu la misère, je dirais, mais ça montre qu'il y a un autre souci. Ensuite, eh bien, on ne peut pas avoir, par exemple, des différences aussi importantes dans tous les clips, voilà, parce que je dirais ça peut poser à un moment donné souci, et que normalement, si votre voix est bien enregistrée, c'est le même principe que les automations, c'est-à-dire que si vous avez bien balancé l'ensemble, si vous avez un bon mix statique, eh bien en fait votre voix, même les parties qui vont être plus faibles, notamment pour la voix avec les parties plus fortes, eh bien on va quand même les entendre. C'est parce que si à un moment donné, vous gueulez pas dans le micro et que vous chantez doucement, c'est que la musique derrière est plus calme. Voilà, c'est qu'il y a une logique dans tout ça. C'est-à-dire que le fait de travailler en statique vous permet aussi d'avoir la vraie vibe du morceau. Alors si vous travaillez qu'avec des instruments virtuels, forcément c'est problématique. Mais dès l'instant où il y a des batteries, des guitares, où il y a des vrais musiciens, eh bien normalement, comme je dis, faites confiance aux musiciens. Il y a, je dirais, un jouage qui est naturel dans la dynamique du jeu. Et donc, vous ne devez pas avoir de problème d'audition, par exemple sur la voix, même sur une partie qui est chantée plus fort par rapport à un refrain. Voilà. Ou alors, ce que vous faites deux prises que je recommande. C'est-à-dire pour les couplets où il y a moins d'énergie, eh bien, vous faites une prise avec peut-être un peu plus de gain sur l'entrée de votre interface audio, et puis la partie refrain où il y a un peu plus de pêche, eh bien vous faites une autre prise sur une autre piste avec moins de gain. Et puis vous jonglez comme ça. Donc c'est quand même important de savoir gérer à la prise
ce genre de truc pour pas avoir ça. Là, à mixer, c'est un enfer parce que j'étais obligé de remettre tout à zéro parce que c'est aussi comme ça que je vais me rendre compte si oui ou non il y a un souci. Vous voyez, si je prends ça qui est à 9 dB6, si je le remets à zéro, bam, eh bien, ça n'a pas la même gueule. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que après, dans l'attaque de mes EQ, dans l'attaque de mes compresseurs, dans l'attaque des traitements que je vais faire au moment du mix, eh bien, ça a une incidence. Ça, pareil, je vous en parle dans la formation Mixage fini la galère. Donc, évitez de faire ça. Ça, c'est une erreur. Bien entendu, vous pouvez utiliser le clip gain pour un endroit, par exemple, sur une respiration. Là, vous vous dites, ah bah là, ce petit mot, la prise, elle était super bien. Bon, par contre, on ne l'entend pas. Vous voyez, déjà, là, j'ai déjà 10 dB. Donc, si je remets ça à 0, voilà. Donc, vous allez mettre, je vais remettre 20 dB pour avoir quelque chose. Bref, vous pouvez après aller jouer comme ça sur quelques dB. Mais là, on est dans des proportions qui sont totalement hallucinantes. C'est-à-dire que là, celui-ci, j'ai 2 dB, 4. Enfin, j'avais des trucs où il y avait des 20 dB. Je ne sais plus où c'était, mais j'ai eu des choses assez fantastiques. Bref, vous voyez, vous ne pouvez pas passer de 10 dB, 8 dB, 10 dB, 2 dB, moins 0,36, 4. Bref, voilà. Donc ça, faites très attention à la gestion de vos clip gain. Si vous en êtes réduit à faire ça, c'est qu'il y a un problème à la prise, c'est qu'il y a un problème de son, et c'est qu'il y a un problème aussi dans la balance de l'ensemble. Donc c'est pour ça que l'intérêt d'une balance statique, de quelque chose, de faire des mises à plat continuelles quand vous travaillez à chaque étape, vous rajoutez un instrument, c'est pour avoir bien, une vraie visibilité de ce que vous êtes en train aussi d'enregistrer et vous dire non mais là il y a un problème avec la voix, c'est pas possible que soit ma voix c'est trop faible. Là ce qui s'est peut-être passé, c'est que Eric F, dont je tairai le nom toujours, quand il a enregistré la voix des deux chanteurs, et ce qu'il a dû avoir, c'est qu'il avait un problème de balance générale, donc ça devait sortir trop fort dans le casque, et voilà, et donc il y avait une mauvaise gestion entre le playback et le niveau des voix. Quand vous avez une vraie bonne balance, et ça on va encore en parler dans un des points suivants, quand vous avez une bonne balance, vous allez pouvoir, quand vous allez mettre la voix, trouver le bon gain et la voix va sortir naturellement de façon statique, sans être obligé de faire d'automation ou de variation de clip gain, et vous allez avoir une lecture de votre session qui va être propre, qui va être cohérente, où vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc ça, on évite. Point numéro 5, pas de gain staging. Donc pareil, problème, je dirais, à la prise, problème à la conception du titre. Si je prends la base de Pascal, voilà, la base de Pascal, alors déjà, on a plus 3,02 là, toujours dans le clip gain. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a à peu près un clip gain cohérent. Bref, mais surtout, quand je regarde, là, alors je passe outre le fait qu'il y a déjà une automation sur la base de Pascal, mais si je mets un vumètre dessus et que je mets en lecture, et mes premiers voilà, ça, c'est mal, ça, c'est sale. Vous voyez, si je veux remettre la base de Pascal de façon cohérente, et mes premiers je retire 9,5 dB. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, le problème c'est qu'après on ne l'entend plus. Oui, on ne l'entend plus parce que, déjà regardez, là on a moins 9 dB sur le stéréo out, donc ça on va y revenir plus tard, mais ça veut dire que vous avez toujours le même truc, un problème de gain staging, un problème de balance dans l'ensemble, et ça c'est important. Je le redis, j'ai fait une formation assez simple, assez courte sur le gain staging, et tous ceux qui ont suivi cette formation-là ont vu leur session, quel que soit le dos qu'ils utilisent, ont vu leur session bouleversée parce qu'ils se sont dit « Ah bah déjà, ça commence même à sonner alors que j'ai pas mis un plugin. » Bien oui, la règle c'est ça, vous retirez tous vos plugins, vous faites une vraie session, une vraie balance, une vraie mise à plat, et vous allez voir déjà, vous allez comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre session. L'important, c'est d'avoir une vraie lecture de ce que l'on fait pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Est-ce que cet arrangement est judicieux? Est-ce que le son de ma guitare est vraiment bon? Est-ce que j'ai bien chanté? Est-ce que ma prise de voix est bonne? Bref, il ne faut pas se dire on verra ça au mix. Ça n'existe pas. Si vous respectez la balance de votre titre, la balance va être, je dirais, sans appel.
vous allez savoir si ça va ou si ça ne va pas. Donc voilà, donc là on a un problème de gain staging avec la basse, puisque la basse est 9 dB trop forte. J'avais noté sur la batterie, eh bien la batterie, quand déjà j'ouvre la batterie, je vois la tête des ondes, je me dis il y a un souci. Et donc si je vais là, pareil dans la batterie, donc forcément la batterie, on a une automation. Et si je vous remets un clang game sur juste la batterie, on va la mettre en solo. Tac, toum, tac. Et pareil. Donc déjà, voilà, je lui retire presque 5 dB, 5,5 dB, et sachant qu'elle est baissée là à moins 6. Incohérence, incohérence. Pareil, gain staging, vue mètre, différence entre volume et gain. J'ai fait une formation spécifique là-dessus pour éviter ce type d'erreur. Donc là, pareil, il y a un souci de gain staging. Et donc, quand on doit mixer, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer l'automation, on va refaire le gain staging, le gain propre de la piste. Et donc, si on doit le refaire pour toutes les pistes, parce que ça a été mal fait, eh bien, dites-vous que normalement, la personne qui va mixer, s'il fait bien son boulot, eh bien, elle va vous dire, je vais te compter 2 heures de travail parce que pour remettre avant de mixer, je ne peux pas mixer comme ça. Moi, je refuse de mixer une session comme ça. Je refuse parce que je sais que je vais faire de la merde. Donc, je sais que je vais passer 2 heures à récupérer toutes les erreurs du client. Donc, je lui dis, je te compte 2 heures de boulot parce que je n'ai pas le choix, il faut que je remette la session propre. Donc, voilà pourquoi aussi je vous fais ces bibi blabla. C'est aussi pour vous dire que si vous voulez avancer, vous voulez travailler, fournissez à des, à des professionnels des sessions pro. Soyez plus pro dans ce que vous faites. Donc voilà, problème là-dessus, sur ces 2 exemples, et il y en a plein dans le titre. Donc ça rejoint quelque part les problèmes de gain staging, le problème déjà de faire des automations et le problème des clip gain. Et bien forcément, ça se retrouve dans le gain staging parce que on a un souci. Si vous faites bien votre gain staging dans votre session et que vous balancez correctement votre session, vous n'avez plus d'automation, vous n'avez plus de différence, vous n'êtes plus obligé d'utiliser les automations et vous n'êtes plus obligé d'utiliser les clip gain, sauf cas particulier. Voilà, mais pas à tort et à travers. Donc ça, c'est important. Continuons d'avancer. Et donc là, pour le coup, Eric, je te félicite, mais Eric a suivi quelques-unes de mes formations. Donc heureusement qu'il l'a fait, sinon il se serait fait tirer les oreilles. C'est d'avoir un code couleur. On a sur tous les dos la possibilité de colorer eh bien, nos sessions. On y voit clair. Donc ça, bravo Eric. Il a même fait sur la structure un code couleur différent. Donc ça permet déjà de voir, eh bien, de voir un petit peu plus clair et de savoir quand on est dans sa mix console, voilà, eh bien, d'avoir des couleurs différentes. Donc on imagine au premier coup d'œil que là, c'est la même famille de produits, la même famille d'instruments, que là, bam, on est passé à autre chose. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une vision assez claire de ce que vous proposez à d'autres personnes. Et même pour vous, vous allez gagner du temps parce que vous avez des repères visuels. On va continuer sur l'organisation du travail. Point numéro 7. Voilà, et ce qui paraît, ce qu'a bien fait Eric, c'est il a organisé ses sessions, sa session, il a organisé son travail. C'est-à-dire que j'ai un répertoire, un dossier avec toutes mes drums. Voilà. Donc quand je cherche quelque chose, c'est bien. Si je veux la mettre en solo, voilà. J'ai tout exactement sous le pied. Pareil pour les guitares. Voilà, pareil pour les claviers, pareil pour les voix. Bref, il a organisé sa session. Donc ça, merci. Parce que si j'avais eu à gérer toutes les automations, tout le clip gain et à refaire une session, c'est beaucoup de temps. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose que moi, en fonction du travail que l'on me demande, eh bien, ça fait partie du travail. Quand je reçois, par exemple, notamment des pistes qui ne sont pas sur Cubase et je les reçois, eh bien, je remonte toutes les pistes audio et puis je les organise comme ça parce que je vais pouvoir muter un groupe, je vais pouvoir le mettre en solo, je vais pouvoir directement aller voir où c'est classé, où c'est organisé. Donc ça, c'est super important. Organisez vos sessions. Vous allez gagner du temps, vous allez optimiser et améliorer grandement votre travail. Autre point aussi, point numéro 8 que je vois assez souvent,
c'est notamment, alors je vais vous retrouver ça, on a ça à plein d'endroits, hein. On va prendre par exemple la base de Pascal, que l'on va grossir, voilà, et puis on a, alors hop, voilà, on va grossir la base de Pascal, et puis on a, eh bien, on n'a pas de fade, voilà, on n'a pas de crossfade entre les deux. Faire un crossfade, ça prend 2 secondes, voilà, vous faites un X et vous assurez qu'il n'y ait pas de clic. Alors là, toutes les pistes montées par Eric F n'ont pas de crossfade, n'ont pas de fade d'entrée, n'ont pas de fade de sortie. Et ça, pour moi, c'est problématique. Alors c'est vrai que je suis très tatillon là-dessus. Euh, dans toutes les prods que je fais, je passe beaucoup de temps à faire des fades d'entrée, faire des sorties, à contrôler, c'est-à-dire à faire des crossfades, à les contrôler pour être sûr que, notamment dans les montages voix, je n'ai pas de clic parce que j'ai mal monté la voix, ou je n'ai pas de problème entre 2 respirations, un montage où ça fait comme ça, on a l'impression que le chanteur est asthmatique. Donc, je fais bien attention à faire mes clips, pardon, à faire les crossfades sur les clips. J'ai du mal aujourd'hui, je m'en excuse. Et donc là, par exemple, je prends les voix. Alors en plus, il a joué, voilà, ça, pareil, c'est mal. Voilà, là, il n'y a rien, mais vous pouvez avoir des endroits où les choses se font plus radicalement. Et vous voyez, là, par exemple, on a ça, on ne sait pas d'où ça vient, c'est pas le bon début, peut-être. Voilà. Donc, euh, pensez à monter vos pistes, pensez à faire des crossfades, pensez à faire, vous voyez, là, hop, ça, il aurait pu le faire comme ça pour avoir quelque chose, et toc. Vous voyez, ça va très très vite. Vous pouvez aussi utiliser, pardon, sur la piste là, vous avez la possibilité de faire des crossfades automatiques, des fondus automatiques. Moi, je préfère les faire manuellement, je passe un peu plus de temps. Mais comme je vous dis, je contrôle tous les crossfades que je fais, notamment quand il y a des mots qui sont sur le chant, il y a des mots qui sont assez rapprochés pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de respiration, que l'élan d'un mot corresponde bien enfin, l'intensité d'un mot correspond bien à l'intensité du mot qui va être juste après pour avoir une cohérence et que ça ne fasse pas copier-coller. Eh bien, je fais ça. Là, Eric ne l'a pas fait. Pareil, vous voyez, là, autre exemple, ça commence la voix sur une respiration. Eh bien, rien ne vous interdit de faire un petit crossfade, un petit fade-in, pardon, d'entrée, qui va faire que on va avoir le qui va arriver. Et notamment, si à un moment donné, je compresse et que j'arrive tout de suite sur un souffle, ça va faire je vais avoir un problème de déclenchement aussi de mon compresseur en fonction de la manière dont il est réglé. Donc je vais peut-être avoir un problème, je vais peut-être pas en avoir. Mais mon objectif, quand je mixe, je veux plus avoir d'emmerde. Donc ma session, elle est propre, elle est montée. J'ai fait mes fêtes d'entrée, mes fêtes de sortie, et j'ai fait mes crossfades pour ne pas avoir de soucis. Voilà, au moment du mix, et me dire mais ça vient d'où ce bruit, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc ça, faites très attention, fade in d'entrée, fade out de sortie et les crossfades. Point numéro 9. Alors ça, je le vois aussi dans des trucs que l'on m'envoie. Et là, je prends la batterie de Eric, où j'ai un MT, où j'ai ensuite un Easy Drummer, qui joue à peu près la même chose. J'ai un pied qui est là. Ok, on va le mettre. Donc là, j'ai juste le pied. Donc ça vient en superposition de 2 trucs. Là, j'ai des Easy cymbales qui viennent en plus. Ok, je vois souvent le fait que pour commencer pas, pour avoir l'impression d'avoir un gros son de batterie, eh bien, on va multiplier les samples, on va multiplier peut-être même les éditeurs de plugins. On va avoir du Slate, on va avoir du Groove Agent, on va avoir de l'Easy Drummer, on va avoir du Superior Drummer. Bref, on a des trucs de différents éditeurs, de différentes sources. Et là, en fait, eh bien, oui, comme ça sonne gros parce qu'en fait, vous superposez, donc ça, c'est facile. Mais on a des problèmes bien souvent sur les kicks. Là, si on écoute. Là, ça va encore, mais des fois, on peut créer des problèmes de phase puisqu'on n'a pas les mêmes rooms, parce qu'on n'a pas les mêmes longueurs de sample, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités de sample. Bref, on peut avoir quelque chose qui, comme ça, à balle, à la maison, sonne la mort, mais qui est quasiment immixable
parce qu'on a un son de merde quelque part et que l'on a superposé 3 trucs qui ne fonctionnent pas forcément ensemble, mais que dans l'idée de toujours chercher le gros son comme on le fait en mastering et comme je vous ai fait le bibi blabla la semaine dernière ou il y a 15 jours sur le mastering avec entre le -6 -14, eh bien c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on va chercher coûte que coûte à ce que ça pète la tronche et donc forcément on fait n'importe quoi, on superpose ce qui ne mérite pas forcément d'être superposé et on a au final quelque chose qui est inutilisable. Moi, il m'est arrivé d'avoir mixé des batteries comme ça, à garder que une tourne de batterie et à juste remettre un sample de kick et un sample de snare pour avoir quelque chose où pas de problème de phase et pas de problème d'incohérence, de room, d'ambiance, de ci, de ça, et donc de longueur de reverb, bref, et de longueur de frappe. Donc, pour avoir quelque chose qui, après, moi, au mix, je peux mettre plus de patates parce que j'ai pas tous ces problèmes de phase, problèmes d'alignement, bref. Donc, ça, évitez de le faire, ok? Évitez de superposer, c'est pas forcément une bonne idée de faire ça parce que vous allez vous créer plus d'emmerdes qu'autre chose. Et c'est pareil, vous avez là, comme le gain staging n'est pas respecté sur ces éléments, ok, on a des problèmes après, être obligé de faire des automations, des trucs, parce qu'il y a des moments, ça sort du cadre. Donc, évitez vraiment de superposer les batteries. Vous allez gagner en phase, vous allez gagner en synchro, vous allez gagner en clarté et vous allez gagner au final en énergie et en puissance en sortie de mix. Point numéro 10. Ah, celui-là, je l'aime bien. Ah, celui-là. Ah là là là, merveilleux chenapan, comme j'aime celui-ci. Eh bien, point numéro 10, moi, quand je vois ça, quand je vois un mix bus de sortie, le stereo out, qui est à moins 10 dB, c'est qu'il y a un vrai problème. Ah, parce que de la même manière où je vous l'explique sur la balance, sur la mise à plat, etc., votre mix bus doit être à 0. Voilà, ça veut dire que tout ce qui se passe en interne est cohérent et vous n'êtes pas obligé de baisser la sortie pour éviter de saturer en sortie. Ça veut dire que si vous saturez en sortie à 0, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça se passe mal. Voilà, donc c'est toute l'histoire du gain staging et du débat en disant si je mets 3 fois plus 20 dB sur une piste et que je lui mets ensuite 3 fois moins 20 dB, eh bien je n'ai pas de distorsion. Oui, c'est valable dans un cas mathématique comme cela, si vous faites un 3 fois plus 20 et un 3 fois moins 20. Mais dans le cas où vous avez des automations, où vous avez des traitements, où vous repassez par des plugins, où vous avez des plugins qui sont censés simuler un Pultec, un compresseur analogique, un machin, un truc, et bien là, vous pétez tout, pour moi, cette théorie du dans le dos, on fait ce qu'on veut parce que, surtout si on travaille en 64 bits flottant, comme c'est le cas notamment avec Cubase, et bien en fait, on a tellement de headroom, tellement de capacité de calcul que en fait, ça sature pas. Pour moi, c'est entièrement faux. Et d'ailleurs, ça se retrouve là. Si vous avez votre stéréo out à 0 et que vous ne saturez pas, même sans limiteur en sortie, c'est que là, vous avez respecté quelque chose. C'est que là, votre gain staging, votre travail sur les bus, votre travail sur les pistes, vous avez respecté des lois physiques, électriques, voilà, qui sont le moins 18 dB LUFS, moins 18 dB et le 0 VU meter. Et donc ça, si vous faites ça, là, vous avez respecté quelque chose. J'en parle dans toutes mes formations. Donc je vous le redis, j'ai fait une formation spécialement là-dessus, sur le gain staging, vumètre, gain, volume, voilà, qui vous explique les grandes théories. Mais si, par exemple, vous travaillez sur la formation mise à plat, j'en reparle. Si vous travaillez notamment sur la formation de mixage, fini la galère, eh bien, je ne parle que de ça pratiquement tout le long de la formation pour vous expliquer comment créer votre template et d'avoir quelque chose de cohérent en sortie. Voilà, donc là, quand je vois ça, parce que on a moins d'IDB, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, quand je reçois une session comme ça, le premier truc que je fais, c'est que je remets le truc à 0, ok, je mute tout, et puis ce qui peut m'arriver, notamment là, dans ce genre de cas, où je vois que c'est un peu n'importe quoi, et bien même sans écouter, je vais mettre, comme j'ai fait là, hop, voilà, je vais mettre un vumètre, comme ça, voilà, je mets des vumètres, et je refais les niveaux, mais je n'ai pas besoin d'écouter. Je mets tout pratiquement aux alentours de moins 18.
Ensuite, j'ai réouvre, j'écoute, et là, je rebalance et je regarde ce qui se passe. Voilà comment je travaille. Alors, peut-être que pour certains, vous allez trouver que c'est une connerie, mais en tout cas, moi, mon mix de sortie, quand je mixe, j'ai pas de limiteur en sortie, je ne sature pas, j'ai pas de clip, j'ai full off headroom, et parce que je respecte tout ça. Donc ça, c'est tout ce que je vous explique dans les formations dont je vous ai parlé. Et donc là, je vous le redis. Donc si vous avez votre bus de sortie qui est là, voilà, c'est que vous avez un problème en interne. Alors oui, en sortie, ça ne va pas saturer puisque vous avez mis moins 20 dB ou moins 10 dB. Mais si vous le mettez à 0, tel que logiquement il devrait être, bah là, vous avez un souci. Donc je ne vais pas aller plus loin sur ce cas-là. Mais je vais quand même continuer là-dessus. C'est que, voilà, pareil, je vous explique pourquoi moi, j'estime que c'est bien de mixer en K20. Donc Eric, qui a suivi un petit peu mes formations, elle s'est dit, je vais lui sortir un truc en K20 parce que sinon, chapeau, il va m'engueuler. Donc, bah, il l'a fait en K20, mais oui, c'est vrai, quand on le met comme ça, son K20, il est plutôt respecté tout au long de la chanson. Sauf que bah, c'est faux parce qu'en fait, il a 0. Si je le mets là, voilà, attention les oreilles. Et là, on entend de la saturation. Voilà. Donc, vous voyez que le problème est tout autre. Donc, choisissez une unité de mesure. Voilà ce que je vous explique, pareil dans les formations, que vous mixiez en K20, en K14, en K12, en ce que vous voulez, vous devez être reproductible. Et pour être reproductible, eh bien, l'intérêt de mixer dans un cas particulier, c'est que vous avez toujours le même système de valeurs, le même système de repères qui vous permet de savoir quand ça va ou quand ça va pas. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas l'objectif de ce bibi blabla, mais voilà, je voulais en tout cas vous dire ça. L'autre point, le dernier point, cher Eric, et là je m'adresse à toi et je m'adresse à d'autres aussi, vous avez, là Eric a mis 2 plugins, donc il a mis un limiteur en sortie et puis il a mis une channel strip 2 de, eh bien, de SSL avec au final bah, rien dessus. Bon, magie quand tu nous tiens. Mais le truc, c'est que, vous voyez, le plugin est en orange. Et là, les plugins sont en bleu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez, il y a un petit trait vert au-dessus. Et quand je le prends et que je le descends, oh, pop, 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 bien ici, mon ami, eh bien, les plugins reviennent en bleu. Eh bien, tout ça, c'est pour vous montrer ce qui est post ou pré. Voilà, là, tel que Eric l'avait mis, les plugins, le limiteur, ok, était en post. C'est-à-dire qu'au final, et que dalle. Si je le descends, puisque en fait, il limitait avec moins 9 dB. Il est post-fader. Si je le mets pré-fader, ok, et là, il limite. Donc, faites attention, je ne sais pas trop comment c'est sur les autres dos, mais vous avez la même chose. Dans Cubase, vous avez à chaque piste, vous avez la possibilité eh bien, de prendre ce repère pour mettre vos plugins en pré-fader ou en post-fader. Sachez-le, sachez à quoi ça sert parce que vous voyez, là dans le cas d'Eric, ça ne donne pas du tout la même chose. Là, son limiteur limite, ok. Si je le mets là, son limiteur limite que dalle. Il a moins 9 dB. Et si je le mute, il ne se passe rien, puisqu'en fait, il ne bosse pas le limiteur, puisqu'il est en post-fader. Donc, voilà, soyez cohérents là-dessus. Comme je dis dans la formation gratuite sur la méthodologie des pros, eh bien, apprenez à vous servir de votre dos. Ça, c'est le premier point. Apprenez à utiliser votre dos, que ce soit Cubase, que ce soit Studio One, que ce soit Pro Tools, bref, maîtrisez ça. Je dirais, c'est une erreur de débutant qu'on ne doit pas faire quand on enregistre. Parce que, eh bien, vous voyez, ça change complètement. Là, vous avez mis un plugin pour rien. Vous avez même mis 2 parce que celui-ci, il fait rien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le Mixbus. Ne faites jamais ça à moins 10 dB. Et puis, mettez les plugs en bonne équation avec qu'ils soient en post ou en pré pour qu'ils fassent vraiment leur job. Point numéro 11. On arrive au bout, les amis. On arrive au bout. Et celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, il est là. On va aller sur les guitares.
Et donc, les guitares me sont envoyées avec Guitar Rig. Ok. Comment je fais si je n'ai pas Guitar Rig? Eh bien, en fait, je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas voir ce que le client veut faire, et donc c'est un problème. Et puis, il y a un autre problème que j'explique dans la formation de mixage Fini la galère, c'est que votre session, vous travaillez avec, et puis, par exemple, vous décidez de travailler 3 ans ou 4 ans après, et vous voulez reprendre des choses sur votre session, et il suffit que Guitar Rig 5 n'existe plus, et que c'est le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, et qu'il est plus compatible avec le 5, eh bien, vous ne pouvez pas rouvrir, et vous avez perdu quelque part votre travail. Et notamment, le temps que vous avez mis pour régler cette bon sens de reverb, le temps que vous avez mis pour régler ce bon sens de delay, ce bon sens de twang verb, bref, vous avez tout paumé. Alors, ce que vous devez faire, c'est valable pour les plugins guitare, ce que je vous recommande d'appliquer pour les plugins guitare et aussi pour les instruments virtuels. Quand vous avez fini, vous êtes sûr de votre son, eh bien, c'est de faire une conversion audio. Voilà, donc si je prends cette guitare Almost Clean, que je me remets là, alors elle est cachée ici, voilà, elle est là, eh bien, ce que je veux faire, c'est, je sélectionne, sur Cubase, vous faites un render in place, ok, voilà, donc on va le chercher ici, rendu sur place, paramètres de rendu, et puis là, on va l'appeler guitare GTR Almost Clean. Toc, hop. Et là, j'ai ma guitare audio. Voilà, si je la mets là. Voilà, j'ai plus besoin du plugin. Déjà, vous libérez votre ordinateur de ressources inutiles. Il va travailler sur des plugins. Alors, vous savez que vous avez ce qu'il vous faut. Et puis, vous allez pouvoir maintenant travailler plus facilement l'audio. Et quand vous allez réouvrir ou quand vous envoyez le projet à un mixeur, par exemple, eh bien, il sait grosso modo ce que vous avez fait. Et en plus, eh bien, il a la DI. Donc, lui, il peut réutiliser ses propres plugins avec votre DI pour optimiser votre son, pour aller faire vraiment de la prod, parce que c'est son métier, parce qu'il sait comment faire. Donc ça, c'est aussi un trick important, que ce soit, donc je le répète, moi je le fais sur les guitares, plugin guitare, sur les guitares quand j'ai des IR dessus, et puis sur les instruments virtuels, c'est-à-dire que quand ma session, que je sais mon morceau, c'est comme ça qu'il doit sonner et qu'il est terminé, eh bien je transforme en audio tout ça pour pouvoir le réouvrir, pour pouvoir l'envoyer, pour que voilà, ce soit stable. Donc ça, faites-le pour systématiquement, quand vous avez terminé de travailler, ça va libérer des ressources à votre bécane, et puis vous allez y voir clair. Point numéro 12, eh bien vous allez y voir notamment clair, parce que là, quand je zoome cette guitare Almost Clean, regardez un peu, et que j'ai converti en audio, oh, la pauvre chérie, regardez, elle est complètement écrasée. Et ouais, c'est donc que si, eh bien, par exemple, je remets là, je rouvre, là, on a mis notre ami Eric F, dont je tairai le nom, secret professionnel oblige, qui a mis 20 dB à ça, et que je regarde la tête de ce qui se passe ici, et dans le plugin, alors on va mettre ça là, puis on va regarder là. Voilà, ça sature. Donc, pareil, faites bien attention au gain staging, au volume de vos plugins guitare. Les plugins guitare, pardon, ont tendance à être beaucoup trop forts. Les presets sont beaucoup trop forts et donc vous êtes tout le temps dans le rouge. Donc c'est pareil, quand vous mettez un plugin guitare, pensez à mettre un vumètre derrière, à contrôler à combien sort. Donc soit vous baissez l'ampli, soit vous baissez le volume de sortie de votre plugin. Tous les plugins guitare ont un volume de sortie, ce qui vous permet d'avoir un gain staging propre. Donc, faites ça parce que là, par exemple, cette guitare de monsieur Eric F, elle est inutilisable. Alors forcément, si je la remets à 0, bing, voilà. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, pour le coup, eh bien, la guitare était mal enregistrée. Le volume de la DI est mal enregistré parce que eh bien, c'est pas très exploitable parce que, pour le coup, là, elle n'a rien dans le sac. Donc, vous voyez que tout est lié. Tout est absolument lié. C'est ce que j'ai fait dans cette
formation sur la méthodologie, vous expliquez que tout est lié et que tout a une incidence. Donc voilà, sur les points qu'on a vus là en amont, eh bien, ça a une incidence ensuite sur quand vous exportez vos guitares pour avoir les fichiers audio et plus passer par des plugins. Eh bien, voilà, si vous aviez respecté ça, si vous avez respecté les points précédents, eh bien, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, en fait, en bout de course, au bout d'un moment, quand vous allez travailler, vous allez avoir de moins en moins de problèmes parce que vous allez avoir comme une checklist, là, que je vous fais sur ce blabla, avec les points et vous dire, ah ben non, ça, j'ai pas le droit, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Et donc, en sortie, ça va bien se passer. Vous n'allez pas à avoir de soucis, vous n'allez pas à avoir votre Mixbus à moins 10 dB ou à moins 20 dB, comme j'ai déjà eu. Voilà, vous allez avoir des choses qui vont être cohérentes. Donc, voilà sur le point numéro 12. Et le point numéro 13. Pour finir, mais je pense que sincèrement, j'en ai encore oublié, mais déjà, si ces 13 points-là sont respectés, vous allez y voir clair. Alors, point numéro 13, c'est de penser à vider votre corbeille, votre session, parce que vous avez enregistré plein de trucs, vous avez fait plein de machins, et puis votre disque dur sature, les gars. Donc, vous allez dans Cubase, dans la bibliothèque, vous avez tous vos pistes audio qui sont là. Alors, peut-être que Eric F l'a fait, on va faire supprimer les médias inutilisés, on va les mettre dans la corbeille, et bien là, il n'y a rien. Donc, Eric, bravo. Eric a nettoyé sa session, mais je peux vous dire que parfois, on m'envoie des sessions pour un titre qui fait 10, 15, 20 gigas, ok? Et en fait, je nettoie la session, et à ce moment-là, elle fait 2, 3 gigas, parce que en fait, vous avez cumulé tout. Et ça, c'est pas bon, parce que vous prenez de la place inutile sur votre disque, parce que quand votre dos ouvre sa session, et bien quelque part, il a tous les accès à tous ces fichiers qui sont inutilisés aujourd'hui. Donc pensez sur votre dos à aller nettoyer votre corbeille, à aller vider les fichiers dont vous n'avez plus besoin. C'est aussi l'intérêt. Quand vous faites des edits, quand vous collez des pistes, quand vous transformez des pistes collées en une piste nouvelle, et bien comme ça vous permet de faire le ménage et d'avoir des sessions qui sont plus légères, qui, quand vous allez après mettre des plugins, eh bien, vont être plus faciles à travailler. Voilà les 13 points que je voulais vous dire. J'étais, comme d'habitude, long, mais voilà, on va dire que plus c'est long, plus c'est intéressant. Donc, merci à vous. Si vous avez tenu jusque-là, eh bien, vous pouvez maintenant, dans un dernier effort, avant de quitter cette vidéo, appuyer sur le bouton abonner. Voilà, ça va aider la chaîne. Et puis, si vous reste encore un tout petit peu de force, appuyez sur la petite cloche de notification. Et puis, dans un dernier râle de fin, partagez cette vidéo, voilà, à vos amis pour leur dire, voilà, il y a un mec qui m'a expliqué un petit peu mieux, c'était un peu long, il est un peu bavard, mais il a l'air tellement gentil, comment je pouvais avoir des meilleures sessions, comment je pouvais mieux travailler. Et puis en plus, il m'offre des formations gratuites. Et puis, si je commande un casque holo, eh bien, grâce à lui, j'ai un pack affiliate avec un hard case. Bref, cet homme est magique. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.